Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 11 novembre, en cette journée du souvenir, jour de commémoration de l'armistice de 1918, avec un devoir de mémoire en 3 étapes aujourd'hui à travers la principauté. Un hommage devant la stèle dédiée au roi des Belges, une cérémonie au monument aux morts et une réception à la Maison de France. Nous reviendrons dans un instant sur l'implication de Monaco pendant cette grande guerre avec le responsable des archives du Palais Princier, Thomas Fouilleron. Invitée hier soir au Théâtre des Variétés, la conservatrice du musée Christian Dior à Granville, l'un des sites historiques Grimaldi de Monaco et ville de naissance du célèbre couturier parfumeur. On évoquera ce soir avec Brigitte Richard l'importance des premiers souvenirs d'enfance dans la carrière d'un créateur de génie, avec la nature comme source d'inspiration. Et nous nous intéresserons également, à la fin de ce journal, à la présence de l'intelligence artificielle dans le monde cette fois, du tourisme avec de nouvelles expériences, de nouveaux horizons en perspective. Tradition respectée en ce jour du souvenir, avec l'hommage rendu aux combattants de la Première Guerre mondiale à l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918, avec tout d'abord un moment de recueillement, boulevard de Belgique, devant la stèle dédiée au roi des Belges, Albert Ier, suivi d'une cérémonie du souvenir en hommage aux victimes de la Grande Guerre, devant cette fois le monument aux morts du cimetière de Monaco, avec un dépôt de gerbes, une prière pour les disparus et la paix, conclue par l'exécution des hymnes nationaux après la sonnerie aux morts et 1 minute de silence. Journée d'hommage qui s'est terminée à la Maison de France et cette réception organisée par l'ambassadeur de France en principauté, Jean d'Aussonville, en présence, là aussi, de nombreuses personnalités monégasques, dont le ministre d'État. Et pour maintenir ce devoir de mémoire et revenir sur les efforts de guerre de la principauté, avec nous ce soir, le directeur des archives du Palais Princier, Thomas Fouilleron. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Il est 5h15 du matin dans la clairière de Rotonde. À ce moment-là, on signe l'armistice qui sera conclu par un traité, le traité de Versailles, pour refaire un petit peu d'histoire. C'est intéressant avec vous, je le disais, de revenir sur l'implication de Monaco, de l'État de la principauté de Monaco pendant cette guerre 14-18. Alors c'est presque paradoxal puisque la principauté est un État neutre au début du conflit. Un État qui est dirigé par le prince Albert Ier, qui est à la fois un grand ami de la France, il parlait de la France comme sa seconde patrie, mais en même temps un ami personnel du Kaiser, de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. Et il est assez germanophile, certains le lui reprochent, et l'opinion publique au début de la guerre va un petit peu attaquer le prince Albert Ier sur sa position, sur sa proximité avec Guillaume II. D'ailleurs, rappelons-le, le 28 juin 1914, le jour de l'attentat de Sarajevo, le prince Albert Ier est avec l'empereur Guillaume II. Ils apprennent ensemble la nouvelle de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, qui va être l'élément déclencheur par le jeu des alliances de ce premier conflit mondial. Et Albert Ier nous rapporte la parole qui aurait été celle de l'empereur Guillaume II, qui, à la nouvelle, en lisant la dépêche annonçant la mort de François-Ferdinand, maintenant il faut tout recommencer. Disant bien à quel point les efforts de paix qui avaient pu être ceux d'ailleurs du prince Albert Ier, entre la France et l'Allemagne, entre Berlin et Paris, allaient évidemment être battus en brèche par cet engrenage qui va amener au mois d'août 1914 à cette grande conflagration qui va durer 4 ans et amener des millions de morts en Europe. Donc au départ, une principauté qui est officiellement neutre, mais qui ne va pas le rester très longtemps puisque le prince Albert Ier lui-même évolue, il est écœuré par ce qu'il appelle la guerre allemande et ses méthodes, et notamment le bombardement de la cathédrale de Reims, donc qui est une forme d'agression. Dans ses écrits, ça le bouleverse, voilà. Oui. Ça le bouleverse complètement, et il va d'ailleurs passer finalement en 4 années de guerre d'une germanophilie, en tout cas d'une sympathie pour l'Allemagne, pour ses savants, pour les progrès de son industrie, à une germanophobie quasiment militante, et dont son ouvrage La guerre allemande et la conscience universelle, qui paraît dès le mois de novembre 1918, est un témoignage assez poignant. On rappelle qu'il n'y a pas de service militaire, il n'y a pas de régiment à Monaco, bien sûr, au-delà des gardes du prince et des carabiniers. Monaco, finalement, pendant cette période de 4 ans, c'est quoi ? C'est l'accueil des soldats, c'est l'accueil des blessés, ce sont les hôpitaux aussi qui sont pris à partie, bien sûr, qui sont occupés ?
Absolument, et c'est ce qui fait d'ailleurs que Monaco ne peut pas rester neutre, puisqu'on considère que des soldats alliés qui sont accueillis pour être soignés, pour leur convalescence dans les grands hôtels transformés en hôpitaux temporaires, et je pense par exemple à l'hôtel Alexandra, pour rester dans les limites strictes du territoire de la principauté, eh bien ces soldats donc, qui sont soignés à Monaco et qui sont appelés à repartir sur les champs d'opération font que la principauté n'est pas, dès les premiers jours de septembre 1914, n'est plus un État neutre. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a l'engagement personnel du prince héréditaire Louis, du futur prince Louis II, qui, comme on le sait, est officier de formation, est Saint-Cyrien, saumurien. Et qui est engagé dès le départ, lui. Alors, effectivement, dès le mois d'août 1914, il demande l'autorisation à son père de regagner les rangs de l'armée française, puisqu'il avait été formé dans l'armée française, il avait commencé, avant d'achever sa formation de prince héréditaire, mais à servir dans l'armée française, et rien ne l'y obligeait. Il a 44 ans, il a une fille qui est l'héritière, qui est la future princesse Charlotte, qui a 16 ans en 1914, mais il souhaite malgré tout donc participer à cet effort de guerre français, et il va être un officier de liaison efficace entre l'état-major et le front, notamment donc l'état-major de la 5e armée, qui sera pendant plusieurs années, lorsque la guerre de mouvement va se transformer en guerre de position, qui sera basée à Jonchery-sur-Vesle. Et d'ailleurs, nous avions en 2017, et le prince avait inauguré une exposition mémorielle sur cet engagement du prince Louis pendant la Première Guerre mondiale, et notamment autour de la bataille du Chemin des Dames, puisque c'est là où il a obtenu sa plus belle citation. Vous avez parlé du prince d'aujourd'hui, notre prince souverain, le prince Albert II, qui s'est rendu il n'y a pas très longtemps finalement, dans cette clairière rotonde dont j'évoquais le souvenir il y a quelques instants, le lieu même de cet armistice signé ce matin-là. Absolument. Le prince Albert II s'est rendu en 2018 à Rotonde dans le cadre de ses déplacements liés à la séquence du centenaire de la Grande Guerre, et à nouveau en 2024, répondant à l'invitation du maire de Compiègne, qui chaque année essaie d'associer une haute personnalité à ce moment de mémoire qui est toujours le 11 novembre, dans ce lieu qui est évidemment parfaitement symbolique. Qu'est-ce qui nous reste ici comme héritage, entre guillemets, de cette guerre de 4 ans, cette guerre de tranchées, vous l'avez dit, guerre de mouvement, puis guerre de position, cette guerre qui a fait tant de morts, on le rappelle, 10 millions de militaires et pas moins de 10 millions aussi de civils. Qu'est-ce qui reste concrètement ici, au-delà d'un monument aux morts, par exemple ? Alors justement, le monument aux morts au cœur du cimetière de Monaco est suffisamment monumental, si je puis dire, inauguré en 1928. Et puis, dans le cimetière même, beaucoup de familles ont fait ériger des statues qui représentaient le mort de leur famille. Et c'est ce qui est une singularité de ce cimetière de Monaco, qui est évidemment à mettre en relation avec une forme d'aisance de la population résidente. C'est assez rare que des sculptures, des monuments parfois en pied, soient construits sur les tombes familiales elles-mêmes. Et puis chaque entité qui a contribué, chaque paroisse, il y a une plaque rappelant les morts de la paroisse Sainte-Dévote, par exemple, la Société nautique, la Société des bains de mer. Donc il y a ces petits lieux de mémoire qui montrent la contribution de la principauté à travers évidemment sa population résidente, sans oublier certains monégasques de nationalité qui se sont engagés volontairement dans le sillage de l'engagement du prince héréditaire Louis. Merci pour toutes ces précisions, Thomas Furon. Merci d'avoir été avec nous pour ce devoir de mémoire toujours nécessaire, on est bien d'accord. Merci Christophe. À Monaco, la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, en collaboration avec la direction du numérique, s'est associée à l'association Green Monaco pour une opération d'envergure mêlant éducation, environnement et solidarité. Une première en principauté. Plus de détails dans ce reportage signé Christine Petit-Homel et Lionel Bernardi. C'est une première en principauté. L'association Green Monaco vient de récupérer ordinateurs, tablettes, claviers et accessoires. Plus de 2700 équipements numériques scolaires remis par la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Ces appareils autrefois utilisés par les élèves des collèges et des lycées publics vont désormais connaître une seconde vie. On commence par un premier tri visuel, donc voir les coques, l'état des coques, des claviers. Ensuite, on teste les batteries. Après, il y aura un effacement de données qui sera effectué sur l'ensemble des disques.
puis ils seront remis en fonction pour repartir et être réemployés. Une partie des appareils sera remise à des associations locales, tandis que d'autres prendront la route de l'Afrique pour équiper des écoles et des centres de formation. Ça va aller dans diverses associations, dont l'AMAD, une association de PACA qui donne des ordinateurs pour des jeunes qui vont à l'université, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des laptops, et donc ça va pour eux. Tous les ordinateurs qu'on ne peut pas récupérer parce qu'ils sont en mauvais état iront dans des attitudes qui sont comme la MAPI, mais sur la région PACA, et qui démantèlent les ordinateurs pour envoyer en valorisation les différents éléments d'ordinateurs, et ensuite revendus sur une plateforme de type back market, mais locale. En attendant, vous l'aurez compris, chaque ordinateur et chaque tablette ont été soigneusement vérifiés, nettoyés et triés avant leur redistribution par les bénévoles de l'association. Ce travail, qui aura nécessité plus de 3 mois d'efforts, a également mobilisé d'autres associations de la région. Pour la partie reconditionnement des ordinateurs, on passe par une association qui est basée à Sophia Antipolis et dont le but est de former des jeunes en reconversion professionnelle au métier de l'informatique. Et donc c'est eux qui s'occuperont de toute la partie effacement des données et reconditionnement des ordinateurs. Une initiative éco-responsable et solidaire qui allie donc éducation, recyclage et entraide et qui permet une économie d'à minima 150 tonnes de gaz à effet de serre, l'équivalent de 940 600 km en voiture, soit pas moins de 495 allers-retours Monaco-Paris. À Monaco, le tourisme entre dans une nouvelle ère. La principauté mise désormais sur l'intelligence artificielle pour affiner sa stratégie d'accueil et offrir des expériences toujours plus personnalisées. Une transformation technologique au service du prestige monégasque. Voici ce reportage signé Vanessa Dessy et Lionel Bernardi. L'intelligence artificielle bouleverse le tourisme mondial. Réservation prédictive, conciergerie virtuelle, traduction instantanée. L'IA personnalise chaque étape du voyage. Les destinations s'en servent pour anticiper les flux, réduire l'impact environnemental et mieux cibler les attentes des visiteurs. C'est justement la question à laquelle nous allons essayer de répondre, parce que l'IA est un champ tellement vaste. On peut se perdre à explorer toutes les possibilités. L'idée aujourd'hui, c'est que nous sortions de cette conférence en ayant quelques points déjà de dire voilà, ceci existe, ceci peut être mis en place demain matin et ceci va m'apporter un gain rapide et intéressant sans dépenser trop d'énergie ou faire perdre beaucoup de temps aux équipes en formation. À Monaco, l'intelligence artificielle s'invite au cœur de la stratégie touristique. La principauté mise sur la data pour affiner la connaissance des visiteurs, fluidifier les parcours et renforcer son image d'excellence. L'IA accompagne la transformation des services, du marketing personnalisé aux entreprises immersives. L'IA aujourd'hui n'est pas un atout, n'est pas un problème, n'est pas une opportunité, l'IA est là. Donc des concurrents utilisent l'IA, nos clients utilisent l'IA. Donc nous devons comprendre comment nous réagir et agir avec l'IA, que ce soit en adaptant ou en utilisant complètement l'IA dans de nouveaux process. Monaco illustre la rencontre réussie entre tradition et innovation. En plaçant l'intelligence artificielle au service de son tourisme, la principauté confirme donc sa volonté de rester une destination d'excellence. L'inauguration officielle hier soir par le prince souverain, accompagné de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, d'un lieu qui a ouvert ses portes à la fin de l'été, la bouquinerie, un lieu de découverte, de réflexion, où les passionnés de littérature aiment se retrouver dans cette ambiance conviviale que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec Marie-Ève Béhet et Yannick de Bever. Située dans les jardins d'Apolline, la bouquinerie a ouvert ses portes ce mercredi. Il s'agit d'une librairie-café dans laquelle tous les amateurs de lecture pourront venir acheter leurs livres et échanger autour de leur passion. Outre la volonté politique d'implanter un espace culturel de ce type à Monaco, c'était vraiment la passion du livre qu'on a avec mon épouse. On voulait créer un lieu de rencontre, de partage, qui se veut ouvert à tous et dans lequel on se sent bien.
L'idée est née il y a 4 ans et développée ensuite en partenariat avec le gouvernement monégasque. Et vous ne trouverez que du naturel à la bouquinerie, un endroit finalement pour cultiver le corps et l'esprit. Aujourd'hui, l'absence de librairie se faisait ressentir, ou du moins c'est ce qu'on a pu avoir comme sentiment lorsqu'on discutait avec les gens. Nous, notre but, c'est, comme je disais, c'est vraiment avoir un lieu de convivialité, de rencontre. Donc on aimerait aujourd'hui être le lieu de discussion littéraire. Des événements auront lieu tout au long de l'année entre clubs littéraires et rencontres d'auteurs. La bouquinerie est ouverte tous les jours de la semaine entre 10h et 19h et le samedi jusqu'à 16h. Des images, des senteurs, des souvenirs enfouis au cœur du domaine familial de Granville, liés à jamais avec les fiefs des Grimaldi. Cette ville normande où le tout jeune Christian Dior a aimé se ressourcer, s'inspirer pour préparer ses célèbres créations, tant en matière de mode que de parfum. Invité hier au Théâtre des Variétés par l'Association monégasque pour la connaissance des arts, l'AMCA, la conservatrice générale du musée consacré au célèbre couturier, est avec nous ce soir. Bonsoir Brigitte Richard. Bonsoir. À parler de quelqu'un qui nous inspire encore aujourd'hui, depuis le début du siècle dernier, c'est Christian Dior et ses racines à Granville, là vous œuvrez aussi, vous, à la tête du musée. Exactement, Granville en Normandie, un petit peu loin d'ici, mais dans la Manche où Christian Dior est né, il y a plus d'un siècle. C'est la base en tout cas pour Christian Dior, c'est déjà les premières, les premières odeurs, les premières sensations pour lui avant de créer. Cette maison et son jardin ont été extrêmement importants dans sa vie. Il y a fait référence très très souvent. C'est une propriété qui est à la fois comptée dans sa vie d'homme, mais bien sûr dans sa vie de créateur, qui sont d'ailleurs intimement mêlés. Donc oui, Granville a été vraiment fondateur dans son parcours. Ça veut dire que vous, à chaque fois, vous œuvrez pour présenter une nouvelle collection avec un nouveau thème ? Exactement. Donc dans cette maison d'enfance, on présente à chaque fois une exposition nouvelle. L'ensemble du contenu est entièrement renouvelé avec des thèmes différents qui montrent un peu les différentes sources d'inspiration de Christian Dior, ses thèmes de prédilection, les influences, voilà. Et on ne s'arrête pas à Christian Dior puisque on montre également l'influence qu'a eu Christian Dior lui-même et ses créations sur ses successeurs qui s'inscrivent dans une forme de continuité. Quelle était la dernière exposition consacrée à Christian Dior? Quel était le thème? Donc la dernière exposition était Christian Dior Jardins enchanteurs, qui traitait précisément de l'inspiration de la nature, puisque Christian Dior vivait dans cette propriété de Granville au sein d'un parc qui était très arboré, qui était rempli de fleurs, et donc voilà, cette inspiration de la nature était le thème de l'exposition de cette année qui a clos ses portes le 3 novembre dernier avec plus de 80 000 visiteurs. Source d'inspiration naturellement, cette maison de l'enfance, aussi quelque part un refuge pour lui? Exactement. Granville a été un refuge. Il disait que cette maison qui était isolée, il disait que cet isolement convenait à ses goûts. Donc il y a trouvé une forme de comment dirais-je, d'abri protecteur, de cocon protecteur, enfant assez timide qu'il était. Et puis il va aussi profiter de cette maison avec ses frères et sœurs. C'est une vie familiale. Qui lui convient très bien. Granville va vraiment être ce cocon, cette écreinte de verdure, de nature qu'il affectionne. D'où arrivent les premières rêveries en tout cas, et ses premières grandes idées, les idées comme on dit toujours, new look de la part de Christian Dior. Oui, on fera référence, à propos du new look, on parlera de silhouettes de femmes fleurs, et bien entendu on ne peut s'empêcher, nous, à Granville, de se dire, il l'a revendiqué ensuite, que cette silhouette de femme fleur, elle est directement inspirée de son jardin de Granville, des fleurs nobles, bien sûr la rose, mais également des fleurs plus simples, puisque ces collections seront parsemées de pâquerettes, de boutons d'or, de muguet aussi, autre fleur qui est très très importante dans son inspiration, toutes fleurs qu'il pouvait effectivement trouver dans ce jardin de Granville. Avec un esprit de folie quand même, et cet amour pour les femmes? Oui, cet amour pour les femmes. Alors, il y a le souvenir de sa maman Madeleine qui l'adore. Bien sûr, il y aura sa sœur Catherine qui va jouer un rôle déterminant dans ses créations et dans sa vie. Et puis, il va s'entourer de femmes dans son travail, parmi lesquelles, d'ailleurs, des Granvillaises.
notamment 4 femmes qui seront ses plus proches collaboratrices. Donc il s'appuie beaucoup sur les femmes et en cela il répond à la prédiction de cette voyante de Granville qui lui avait prédit donc du succès grâce aux femmes et grâce auxquelles il gagnerait beaucoup d'argent, propos un peu ambigus mais qui se sont avérés assez justes finalement. Et pour conclure, il y a évidemment un lien naturel avec Monaco. On pense, on imagine, on se souvient de la princesse Grace, par exemple. Il y a une exposition qui a été consacrée de votre part à Granville. Une exposition en 2019 consacrée à la garde-robe Dior de la princesse Grace qui a énormément marqué les esprits. On en parle toujours, plus de 6 ans après. Je pense qu'on m'en parlera longtemps. Donc une exposition qui a vraiment attiré un public nombreux, qui est venu avec beaucoup d'émotion visiter cette garde-robe de la princesse et au-delà de sa garde-robe, bien sûr, le souvenir ému de cette personnalité, de cette femme exceptionnelle, qui a marqué, je crois, également, bien entendu, d'abord et avant tout les Monégasques. On rappelle que donc il y a eu la naissance à Granville, qu'il y a eu un décès en Italie un peu subi, brutal, et qu'il repose en tout cas le corps de Christian Dior, pas très loin de chez nous dans le Var, à Calian. Merci en tout cas d'être passé parmi nous aujourd'hui sur Monaco Info. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, merci. Merci. On reste dans le monde de la culture et des arts. Et avant la première représentation, nous avons assisté à l'une des dernières répétitions de La Bonne Anna, la célèbre comédie de Marc Camoletti. Sur la scène du théâtre, ultime filage avant le lever de rideau. Alors concentration, rire et dernier ajustement pour une troupe prête à offrir au public une soirée pleine de quiproquos et de bonne humeur. Un reportage de Vanessa Dessy et de Julien Logier. Pour sa première mise en scène, Florent Ferreté signe une version pétillante et rythmée de La Bonne Anna. Il orchestre un véritable ballet de portes qui claquent, des mensonges qui s'entremêlent et des quiproquos savoureux. Sur un texte de Camoletti, il anime une énergie moderne fondée sur la complicité entre les comédiens. C'est ma première mise en scène au studio de Monaco. Ça fait 17 ans que je fais du théâtre au studio en tant que comédien et je voulais un petit peu ramener une touche de fraîcheur, de jeunesse et surtout une histoire assez drôle puisque c'est une pièce de boulevard. C'est une pièce qui est collée au texte, qui est millimétrée, il n'y a pas la place à l'improvisation malheureusement. C'est tout qui est millimétré, les portes qui claquent, les lumières qui s'éteignent, qui se rallument, les personnes qui rentrent et qui sortent, ça n'arrête pas, c'est hyper dynamique. Sur scène, les comédiens sont d'un à cœur joie. Le rythme est soutenu, les répliques fusent et chaque geste semble coordonné. La mécanique du boulevard fonctionne à merveille. Regard complice, malentendus en cascade, entrée et sortie précipitée. Chacun trouve sa place dans ce chaos organisé. D'abord, on apprend le texte, évidemment, c'est la base. Et une fois que le texte est plus ou moins acquis, on peut commencer seulement à se lâcher, mais auparavant, il y a beaucoup de travail, de mise en scène surtout. Voilà. Parce que c'est une pièce qui est très vivante, ça bouge, on sort, on rentre, j'ai beaucoup de sorties, beaucoup d'entrées. Et il faut arriver au bon moment, il faut avoir le bon timing, on n'a pas le droit de se louper, sinon ça devient incohérent. Au final, La Bonne Anna séduit par son rythme endiablé, sa mise en scène précise et le jeu complice de ses comédiens. À découvrir les 28 et 29 novembre prochains au Théâtre des Variétés. De son côté, la compagnie Florestan a présenté vendredi dernier son spectacle intitulé « Justice, Sacrifice », pièce que les acteurs joueront à nouveau le 19 décembre prochain à 20h30 au Théâtre des Variétés au profit de l'association Jeunes J'écoute. Sur la grande scène du Grand Bleu, le Yacht Club de Monaco a lancé, lui, de son côté, le week-end dernier, la saison 2025-2026 des Monaco Sportsboat Winter Series. Pour ce premier acte, le plan d'eau monégasque a tenu toutes ses promesses avec 3 jours intenses de régates, de compétition. Et sur les 8 manches retenues, le G-Spot, barré par Gian Giacomo Serena di Lapiggio du Yacht Club de Monaco, a dominé son sujet en signant au total, tenez-vous bien, 5 victoires sur 8. Ces premières images des travaux concernant la mise en place de la patinoire de Monaco, après 2 ans d'absence, un moment très attendu en principauté avant de retrouver le plaisir de la glisse et de la glace au bord de l'eau. Il vous faudra quand même patienter jusqu'au 5 décembre, date de l'ouverture du marché de Noël, et la fermeture de la patinoire est prévue, elle, le 1er mars. Et puis, pendant un an, les caméras de Monaco Info ont suivi le corps des sapeurs-pompiers de Monaco dans son quotidien, une immersion exclusive retracée
en 11 épisodes qui dévoilent toutes les facettes du métier de pompier. À 19h30 ce soir, juste après votre journal, dans ce 7e épisode, vous découvrirez, en compagnie d'Alban Gingembre, une facette méconnue de la fonction, le bureau prévention, qui a pour mission d'analyser les risques présents sur le territoire et rédiger la réglementation incendie. Et puis avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures avec Christine Petit-Homel, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec ce soir les commémorations en principauté de l'armistice du 11 novembre 1918. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, le soleil sera au rendez-vous du matin jusqu'au soir. Un réveil un peu frais autour de 11 degrés sous un ciel parfaitement dégagé. En milieu de journée, les températures grimperont rapidement pour atteindre 19 degrés l'après-midi. Un vrai parfum de printemps en plein automne. Et puis demain, nous fêterons les Christians. Alors l'histoire raconte que Saint Christian d'Auxerre, moine du 9e siècle, fut envoyé avec 5 compagnons pour évangéliser le Danemark et la Suède. Leur mission fut si pacifique et exemplaire qu'ils étaient surnommés les moines joyeux. Hélas, leur foi suscita la colère de chefs païens et ils furent martyrisés à Viborg. Pourtant, la légende dit que leur chant ne cessa même pas au moment de leur mort, ce qui aurait profondément marqué les témoins et favorisé la conversion de plusieurs habitants. Et puis sinon, sachez que le mardi, c'est également la météo de l'eau. Les sources de Monaco couvrent seulement 25 à 50% de notre consommation. Les bons gestes et les économies d'eau sont donc fortement encouragés. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.